Invitation au dialogue Afrique-Europe sur le sol mauricien, carrefour des civilisations. Entre l'ici et l'ailleurs, entre les frontières et les horizons, terre des rêves et des désirs. En octobre 2023, c'est à la jeunesse africaine que l'on proposait un forum pour réfléchir. Les amis, vous êtes ready? On va partir en live dans quelques secondes. Des discussions, des échanges, des jeux sous l'égide de l'Institut français de Maurice, un forum animé à Eben et à Maïbou. Bonjour à toutes et à tous. Retour sur cet événement qui aura marqué tous ceux qui étaient sollicités. Dès un enfant, quand il est petit, s'il est tout seul. L'IFM qui grouille de monde, un laboratoire où se testent les relations humaines. Ici, un plateau avec des futurs hommes et femmes des médias. Là, le jeu des frontières. On joue, oui, mais on est sensibilisé sur la notion de frontière sous le regard d'une reporter. For me right now it's like more of like an adventure. I'm trying to like figure it, like I'm trying to see if it's good for me. So it's like a beginning for me. So I'm here reporting people, seeing how it is. And so far it's really nice, yeah. So what are your thoughts about all these activities, and are they useful for the youth? Right now I haven't yet really seen every activity to say they're all useful. So it's still early morning, so I'm still like getting to know every workshop that is here. Yeah. Qu'est-ce qui se passe dans cet atelier? Ça est extrêmement intéressant. Les jeunes donnent de la voix. Ça dit quoi? Le thème de l'atelier, c'est bien ça. Comment les jeunes du Sud peuvent se faire entendre au niveau des espaces de décision qui, en général, les concernent, mais ne les incluent pas forcément. Donc, nous avons un groupe très divers et varié de Maurice, Tanzanie, Kenya, Madagascar, Nigeria aussi, j'ai l'impression. Donc des activistes du climat, des féministes, droits humains, et tous en tout cas ancrés dans la justice sociale et la lutte contre les inégalités, les discriminations et les injustices. Donc ce sont des personnes qui ont déjà une expérience au niveau personnel, dans leur engagement au niveau national, dans leur contexte, et aussi pour certains au niveau international, ce qui promet des échanges très riches et variés en termes d'expérience, en termes de bonnes pratiques peut-être aussi, et de stratégies à mettre en place pour pouvoir mobiliser les jeunes, parce que ce sont tous des personnes qui sont engagées au niveau des jeunes dans leur contexte. On va le demander, mais le point commun, c'est outre ce désir de se faire entendre, mais c'est de vraiment changer les choses. Ce n'est pas qu'un désir de se faire entendre, c'est prendre la place qui nous revient. Parce qu'on fait des choses en tant que jeunes, il y a souvent le cliché qui revient au fil des générations, ça ne nous concerne pas uniquement, que les jeunes, c'est la masse silencieuse, les jeunes sont désaffectés, les jeunes ne font rien. Maintenant, c'est les jeunes sont trop sur leur portable. Non, les jeunes font des choses, les jeunes agissent. Les jeunes ne se font pas toujours entendre comme il le faut, ou les jeunes n'ont pas toujours la place qui leur revient, qu'il leur faudrait. On ne leur fait pas de place. Il y a parfois des consultations qui ne sont que des ticks in the boxes, où on fait un forum, on consulte les jeunes, on ramasse leurs idées et puis on n'en fait rien. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on consulte les jeunes sur la question du changement climatique, comment on envisage l'avenir, de la fracture numérique. On veut un avenir plus inclusif, plus écologique, plus équitable, plus numérique. Mais qu'est-ce qu'on fait des jeunes et qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et surtout, est-ce qu'on leur demande ce qu'ils veulent? Et est-ce qu'on agit après sur ce qu'ils ont formulé? Pourquoi c'est important d'être là et de se faire entendre? D'accord.
Oui, ça c'est une très bonne question. En fait, comme je viens de Madagascar, nous sommes une population de 28 millions et là, 70% de la population est constituée de jeunes. Alors moi je dis, le jeune c'est le plus grand potentiel que Madagascar a en ce moment pour lutter contre la pauvreté et surtout pour être résilient face au changement climatique. Du coup, c'est important d'être là pour pouvoir rendre cette visibilité à Madagascar, mais aussi pour pouvoir démontrer que la jeunesse malgache, c'est une jeunesse qui est très très mobilisée et aussi très très engagée à faire entendre sa voix. In your country, how forceful is the voice of the youth? Well, in Kenya, where especially I come from, there's a lot of, I would say, stifling of that kind of voice. But with the organization which I founded, the NAM Festival, which is using art as a tool to speak the issues that Lake Victoria is facing, we run a campaign that is youth-driven called Justice for Lake Victoria. And because the creative voices has a way to speak to people, so through the art we are trying to position the story of the youth. We are also trying to position the story of the women who are the lake users, because the lake is being abused and it's a resource that is actually paying the youth and the women. So we are trying to use art to create a voice for the young people and the women. Quand on est ici, on est en rencontre, on est en réseau, on échange, on apprend les uns les autres. C'est une façon de se motiver, de se dire que l'avenir n'est pas si noir finalement. Oui, certainement, c'est vraiment un signe d'espoir, hein. Là, déjà, en 15 minutes d'échange, on est déjà en train de se connecter et de voir qu'il y a des similarités, même des complémentarités aussi dans ce qu'on fait, mais surtout aussi en découvrant ce que font les autres. Ça nous rappelle aussi que notre mission et aussi la vocation qu'on s'est attribuée, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire et qui est pertinent, que ce soit par rapport aux enjeux des îles de l'océan Indien, mais vraiment dans le cas de l'Afrique en général. Oui. You've been in the shoes of these youth. What do you see in their eyes? Do you see anger, hope? What do you see? For me, it's a mix of issues, and I like what Anza is doing in Madagascar because there's a lot of similarity. But I can see stubborn people, I can see hungry people, not angry, and I can see a lot of hope. But it is because of sustained abuse of their rights. It's because of a sustained negligence of their thoughts and the processes they want to actually address that is going to burst into anger. And I can only hope that we curate this anger into something positive, because I believe in turning threats into opportunities. So this burst needs to actually come out, but as opposed to being a lethal burst, it's supposed to be a progressive burst, so that things happen, shifts take place. Because at the rate that the leadership of a lot of these countries is going, it's at the expense of the young people. If you look at the voices that are being given a position all the time, especially in government positions, offices, a lot of these offices touch on the problems or the issues the youth are facing, but the people at the helm of those offices are day and night apart from the youth. So if we begin injecting a mix of old and young together, we will solve a lot of problems. And I thank God for being in Mauritius, because I think Mauritius is a blueprint for how the world should operate with diversity. Des jeunes du lycée des Mascareignes et du lycée La Bourdonnais se sont appropriés l'amphithéâtre et débattent sur la notion de l'horizon. A-t-il une frontière? Faut-il la dépasser? Partir? Revenir? Ils ont l'esprit voyageur, normal, quand on s'appelle Ulysse. Aujourd'hui, on a des frontières physiques, mais on a aussi, je pourrais le dire en anglais, mais du soft power, c'est-à-dire on se fait influencer par d'autres pays. Imaginons l'Occident, aujourd'hui sur nous, des îles en Afrique, on se fait facilement influencer par leur culture, leur idéologie. Exemple, moi personnellement, je viens de Madagascar,
Et là-bas, c'est un pays apparemment colonisé par les Français. Du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent français, il y a beaucoup de gens qui adoptent, et il y a beaucoup de gens qui cherchent avant tout à se rendre là-bas. Alors en quelque sorte, ces frontières aujourd'hui, on y retrouve une certaine influence de la part des pays qui sont puissants. Madame, est-ce que je peux vous demander quelle est votre définition personnelle, ou bien celle du dictionnaire, comme vous voulez, de l'horizon? Alors écoutez, je dirais que c'est une sorte d'objectif, peut-être de point au loin, qu'on cherche à atteindre, qui nous fait rêver, parfois qu'on n'atteindra jamais, mais qui nous donne peut-être de l'espoir, et puis qui nous motive, qui nous pousse en fait dans la vie quotidienne. Au regard de ce que vient de dire Madame, on remarque que du coup il y a un côté quand même très positif à l'horizon et quand même un côté négatif, quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Est-ce que pour vous, vous avez la même définition? Est-ce que vous y voyez quelque chose d'autre? Du coup, personnellement, moi je le vois plus comme positif parce que contrairement aux frontières, c'est quelque chose qu'on essaie d'atteindre, et par cela on s'améliore, on se renouvelle à chaque instant. C'est pour ça que l'horizon, quand on parle d'horizon personnel, individuel, c'est quelque chose qu'on voit au loin, mais qui a un objectif, comme l'a dit Madame, qu'on essaie d'atteindre. C'est pour nous. Est-ce que vous pensez que pour atteindre un horizon commun, il faut dépasser les frontières? Ça fait sens en fait. Que l'horizon, c'est un truc que l'on se fixe soi-même et c'est illimité. C'est un peu une oxymore, c'est le contraire des frontières. Est-ce que tu penses que cet horizon est juste défini par ce qui t'entoure, ta culture? Parce que chez nous, on sait que beaucoup d'élèves des lycées des Mascarenes et du lycée Abandonné, leur horizon, c'est tous de quitter Maurice. À un moment ou à un autre, ici, on ne peut pas étudier à Maurice. Je dirais que là, je parle plus de frontières. C'est plus les frontières qui sont définies par tout ce qui est ma culture et mon éducation, par là où j'ai grandi. Mais l'horizon est une chose qu'on construit soi-même et qu'on essaye de voir, de trier les différentes choses pour construire quelque chose qui est au-delà des frontières. L'horizon, elle peut changer au fur et à mesure qu'elle évolue parce que plus on grandit, notre maturité devient de plus en plus forte, on adopte une nouvelle pensée et donc notre horizon, elle pouvait s'arrêter quelque part avant, mais au fur et à mesure, elle va peut-être même plus loin. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on vise tout le temps, mais qu'on ne peut pas atteindre, mais au fur et à mesure, elle change justement par rapport à la maturité qu'on a. Est-ce que vous pensez qu'entre l'Afrique et l'Europe, on a un horizon commun, ou est-ce que c'est des horizons qui sont partagés et qui sont différents? Discussion très intéressante, on a pu voir beaucoup de points de vue des Mauriciens mais aussi de personnes qui viennent d'Europe et d'Afrique et donc on a vraiment pu développer des définitions, on avait un petit peu préparé avant mais on a pu voir d'autres points de vue et ça a été à la fois une ouverture pour nous mais aussi je pense pour le public de confronter nos points de vue. On voit en plus certaines personnes sont peut-être un peu plus orientées dans la littérature ou dans l'économie et donc ces visions du monde se confrontent. Et moi aussi je vois de l'avant pour les prochaines discussions qu'on va avoir notamment cet après-midi. C'était très intéressant de voir. Par rapport au mot qu'a déclenché frontière, horizon, est-ce que vous avez un horizon, vous les jeunes qui veulent changer tout là? Oui, bien sûr. Enfin, il y en a plusieurs. Je pense que toutes les générations peuvent trouver un horizon en commun parce qu'on veut tous fondamentalement être libres et survivre, MDR. Et pour ça, je pense que tous les jeunes veulent se battre pour plus de liberté. Et aussi, bien sûr, pour survivre, il faut de l'argent. Et donc, étudier que ce soit à Maurice, très souvent aussi à l'étranger. Et aussi peut-être, je pense comme beaucoup de personnes ici, j'aime mon pays et j'aimerais y rester, mais le problème c'est que y a de meilleures opportunités ailleurs et j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose pour changer ça à Maurice. Et toi tu parlais de revenir ici? Oui. Parce que tu penses qu'il y a des opportunités? Oui, alors c'est assez bizarre parce que moi je trouve que l'Europe vraiment ils offrent plus d'opportunités en termes de diplôme. C'est malheureux de le dire mais ils sont beaucoup plus reconnus dans le monde. On entend Cambridge, on entend Oxford, ça nous fait rêver. Mais honnêtement, j'aimerais retourner à Maurice parce que c'est ma culture, c'est mon pays et j'ai pas envie de tout plaquer pour aller quelque part d'autre où je suis mieux payée en soi. Qu'est-ce que tu aimerais changer en fait? Alors moi je suis très prône environnement. Je trouve qu'à Maurice c'est très dommage qu'on a une île qui est super belle et on la protège pas assez.
Il y a une organisation qui s'appelle le Indian Ocean Marineland Foundation. Je fais partie de cette fondation et on est là pour protéger les baleines et le marine wildlife de Maurice. Et moi, je trouve ça hyper dommage qu'à Maurice, par exemple, on a toujours des catamarans pour les touristes qui viennent et qui font mal à cette biodiversité, pardon. Donc moi, mon but, c'est essayer de revenir à Maurice, essayer d'avertir les gens, de leur dire de protéger notre diversité, notre biodiversité et notre nature, parce que c'est hyper important. Un horizon, donc dans la région Maurice et en Afrique, etc. C'est des racines africaines. Donc quand est-ce que tu penses à l'Afrique, est-ce que c'est un continent qui te fait rêver? Donc je suis née au Mozambique et mon père est mauricien, mais j'ai grandi à Maurice. Et en grandissant, on m'a toujours demandé qu'est-ce que je préfère entre Maurice et le Mozambique. Et honnêtement, je ne fais pas une si grande différence que ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle le meilleur des deux mondes. D'un côté, à Maurice, on a toute cette diversité avec différentes cultures et religions, et c'est très beau. Et d'un autre côté, en Afrique, on a ce côté un peu plus communautaire, plus resserré. Certes, c'est moins divers, mais on est plus dans les traditions, etc. Donc quand je pense à l'Afrique, je pense à quelque chose de très retour aux racines, retour aux sources, retour au maternel, parce que ce qu'on retrouve en Afrique, c'est ce qu'on peut retrouver ailleurs, dans d'autres cultures, et c'est ce qui nourrit, allons dire, le reste du monde. Et c'est un peu pour ça que tu disais tout à l'heure que l'horizon n'a pas de frontières? Oui, exactement, parce que pour moi, les frontières, que ce soit les frontières physiques en tout cas, parce que les frontières psychologiques, ça c'est influencé par ce qui c'est autour de nous, mais les horizons et les objectifs qu'on se fixe, c'est quelque chose pour aller au-delà, d'où le titre L'horizon par-delà les frontières, au-delà des frontières. Parce que l'horizon, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on crée avec ce qu'on a, c'est ce qu'on rêve et c'est ce qu'on aspire à faire, que ce soit par exemple le changement, par exemple, parce que plein de gens pensent que nous sommes limités dans cette région Maurice, Afrique, mais il y a tellement de choses que l'on peut faire, que l'on peut construire avec les ressources qu'on a, avec notre belle île, et dont justement les gens rêvent de venir ici, île paradisiaque, île de vacances. Et c'est ça en fait que je pense que les gens doivent s'ouvrir les yeux et voir et apprendre à travailler avec ce qu'on a ici, au lieu de penser qu'ailleurs c'est mieux. Ailleurs c'est pas mieux, c'est différent, je trouve. Juste une dernière chose, de tout ce qui a été dit pendant le débat, qui à un moment donné a été très intense, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Ce qui m'a le plus interpellé, je dirais, c'est... d'une part, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont participé, les gens étaient un peu réticents, mais je pense que ça résonnait avec ce qu'un des participants avait dit, que donc il a fait ses études à l'étranger, et qu'en revenant à Maurice, c'était un peu difficile pour lui de s'intégrer avec des conversations qui sont think outside the box et des choses comme ça. Et moi, ça m'a fait très plaisir justement de voir des Mauriciens qui disent que moi, je pense que chez moi, il y a plein de choses qu'on peut construire. Je pense que les jeunes, ils devraient savoir ça et se limiter plus dedans. Et j'aurais aimé, et j'espère que cet après-midi, ce sera encore plus animé, que ça va continuer comme ça. Les idées fusent, les échanges éclairent. Tout est capté alimente l'atelier des médias. Des sons et des images, des capsules qui raconteront comment demain a été inventé. Les après-midi, les idées se fanent telles des pétales au vent sur les ondes numériques. Les jeunes se font entendre. C'est ton premier live, c'est un bel événement. Comment tu te sens? Ça va, j'étais bien encadrée par mes mentors qui étaient là pour m'encadrer. J'avais Mélanie, j'avais Joël. Mais il y a quand même un petit trac parce que c'est mon premier plateau live. Mais ouais, je me sens prête. Et comment tu vis un peu cet événement? Quelles sont les questions auxquelles que tu te poses par rapport à l'avenir de l'Afrique? On a des questions basées sur nos invités qui seront en live avec nous. Et les questions sont basées sur leurs ateliers, ce qu'ils ont accompli et comment ils ont vécu le forum. Qu'est-ce qui t'a enrichi toi de tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, depuis ce matin?
Pour moi, c'est surtout l'expérience avec l'art média, le journalisme, parce que c'est quelque chose que c'est practical work comme si, que j'aurais pas forcément avec des études, avec des cours, mais là, c'est vraiment, je mets en pratique ce que j'ai appris. Et ça, c'est vraiment intéressant pour moi. Un concept aura attiré notre attention, une université afropéenne, un espace à la fois africain et européen, un trait d'union entre culture, histoire et communauté. Alors pendant que vous étiez en atelier, il y avait un autre atelier où les jeunes parlaient d'horizon, parlaient des frontières et parlaient du fait de vouloir quitter Maurice, partir pour se sentir mieux à la limite, quitte à ne pas revenir. Mais vous, votre concept, c'est un peu en contradiction peut-être avec ce que les jeunes rêvent ici. Je crois pas. Notre idée, c'était d'imaginer, d'explorer et de questionner ce que pouvait être cette université afropéenne. Et ça peut être une université mobile, parce que c'est vraiment un terme qui est ressorti. Donc une université finalement où les étudiants afropéens pourraient donc faire leurs études soit dans un campus physique avec des campus satellites, voilà, qui soient donc dans des univers anglophones ou alors donc francophones, ou alors un campus nomade avec des formations effectivement itinérantes où donc les étudiants pourraient par exemple faire un semestre à Madagascar, un semestre à Maurice, un semestre en Tanzanie, un semestre au Congo. En Europe, il y a le concept Erasmus, on s'isole, on va dans des pays à côté. Alors, ça pourrait se faire sur le continent. Est-ce que ça a été étudié? Est-ce qu'il y a un intérêt pour ça? On a des dispositifs qui existent aujourd'hui au niveau européen pour travailler effectivement la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers. Donc ces dispositifs existent et au sein d'Erasmus+, on a même des dispositifs de mobilité qui sont intra-africains. Donc l'Université de La Réunion, par exemple, donc, les utilise. L'idée, c'est de travailler sur une synergie des fonds pour faire justement financer ces différentes mobilités. Ce qui est apparu, c'est que toutes les sortes de mobilités devaient être financées. Des mobilités courtes, des mobilités longues, des mobilités de stage, des mobilités d'études, des mobilités aussi au niveau donc, du personnel académique et administratif, de formation ou alors d'enseignement. Alors se pose une question, quand on va étudier en Europe, c'est aussi pour découvrir une culture, pour vivre ce que l'Europe propose, parce qu'il y a tout ce qui a été construit par le modèle européen de culture, d'idéologie. Il faudra à ce moment-là convaincre l'étudiant africain ou européen qui s'intéresse à l'Afrique que l'Afrique aussi a beaucoup à proposer dans ce sens. Ce n'est pas gagné d'avance, ça. Alors j'en suis pas sûre parce que les étudiants recherchent une expérience d'études mais une expérience de vie. Donc en réalité, il y a des étudiants qui ont envie d'aller étudier en Europe, mais il y a des étudiants qui ont envie d'aller étudier en Afrique. Voilà, il y a des étudiants qui ont envie d'avoir par exemple une expérience professionnelle dans un pays africain, dans des domaines dédiés, protection de la biodiversité par exemple, voilà, ou travailler dans le domaine de l'énergie. Donc je crois que les pays africains sont des vrais laboratoires pour ça. Donc je pense que non. Sincèrement, je crois que l'Afrique a à pouvoir accueillir des étudiants, que ce soit en formation ou en stage. Je crois qu'il y a un réel potentiel. Pour finir, alors ce matin il y avait des échanges, ça allait dans tous les sens entre guillemets. Par rapport à ce concept que vous avez développé, est-ce qu'il y a une ou deux idées qui étaient tentantes, intéressantes, qui n'avaient pas été émises auparavant ? Alors il y a 20 recommandations qui ont été émises et il y a une recommandation phare qui a émergé. L'idée c'est vraiment de réinventer le modèle d'université. Donc de réinventer une université qui soit ouverte, qui soit durable, qui soit inclusive, qui soit connectée ou interconnectée. Voilà, de façon justement à former ces citoyens afropéens, voilà, qui soient des citoyens mobiles, qui soient des citoyens résilients, à valoriser aussi la recherche afropéenne. Et puis enfin, à redéfinir la relation entre l'Afrique et l'Europe. Ça va être un mot qui sera à la mode, ça, afropéen. On espère qu'il fera des petits. Merci beaucoup. Une façon d'imaginer des modèles d'université, de donner un autre sens aux relations entre l'Afrique et l'Europe à travers l'enseignement supérieur. L'horizon n'est pas si loin. Alors cette première journée, elle a été vraiment très riche.
Donc on s'est plongé vraiment directement dans le sujet de cette université afropéenne. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la parole, elle a été vraiment laissée aux jeunes. Donc c'était vraiment aux jeunes d'imaginer en fait ce que pourrait constituer cette université afropéenne avec un champ des possibles vraiment large. Et voilà, c'était vraiment une thématique qui était abordée par les jeunes et du coup pour les jeunes aussi, puisque c'est nous qui sommes les premiers concernés. Donc, voilà. Bon, je pense que tu as déjà beaucoup dit, mais en tout cas c'était vraiment très vaste comme champ d'études. C'était très intéressant, il y a eu beaucoup d'échanges et comme elle a dit, c'était vraiment un échange entre les jeunes, mais après il y avait aussi des personnes du monde un peu pas entier je dirais, mais justement qui représentent l'échange entre l'Europe et l'Afrique. Donc ça c'était hyper intéressant de voir selon d'où on vient, les idées, vraiment c'était un melting pot d'idées qui au final a résulté en une recommandation qu'on vous partagera donc ce soir à 18h. On peut anticiper, cette recommandation, elle tourne autour de quoi et pourquoi c'est important à vos yeux? En fait, il s'agissait vraiment de faire émerger une grande recommandation à l'issue des réflexions qui viendrait en fait définir qu'est-ce qu'une université afropéenne et quelle serait la mission principale en fait. Et ce qui en a résulté, c'était vraiment de se dire que l'université afropéenne, ce serait une université qui serait à la fois inclusive, mobile, qui valoriserait des thématiques qui sont très actuelles comme la transition numérique, transition écologique, donc qui serait à la fois connectée et à la fois mobile, à la fois inclusive. Donc voilà, mêler toutes les problématiques qui au final nous concernent tous, mais dans une dimension aussi afropéenne, donc qui valoriserait la mobilité des étudiants africains en Europe et vice-versa. Donc voilà, essayer de regrouper toutes ces grandes thématiques, tous ces grands aspects. Et comment de la Suisse on voit tout ça? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez différent de ce qui est proposé en Europe. C'est vrai. Surtout que la Suisse, elle aime bien être neutre dans tout ça. Mais je pense que, en tout cas de ma vision en tant que Suisse, en Europe, on essaie déjà de favoriser beaucoup les échanges avec le programme Erasmus+. Par exemple, donc, de ma vision, on fait déjà beaucoup d'échanges, mais je pense qu'il manque un peu cet aspect avec l'Afrique. J'ai l'impression que les gens ils restent beaucoup en Europe. Je pense qu'avec l'Afrique, comme elle a dit Madame Zatara, que l'échange avec l'Afrique ce serait encore plus intéressant. Il y a plein de thématiques, que ce soit dans l'océan Indien ou partout en Afrique. Il faut qu'il y ait plus d'échanges, plus de collaboration, surtout au niveau des universités, parce que le futur, c'est les jeunes. Sortons des murs et écoutons les murmures de la mer, celle de la baie de Grand-Port. Un samedi d'octobre à Pointe-Canon, à Maillebourg, la deuxième journée. Autre atelier avec des voix d'ici et d'ailleurs, habiter les îles face au changement climatique. Un jeune DJ se fait aussi entendre. Je suis Grégory Thiboudois, mais beaucoup me connaissent sous le nom de D-Joke sur Internet parce que je fais des vidéos à caractère humoristique, pour ne pas dire influenceur. Je sais que c'est un terme très employé maintenant, mais moi je fais des vidéos sur Internet. Je viens de Port-Louis, Cité Valégie, ouais, on a des enfants Cité. Et aujourd'hui, là, je suis là comme reporter, animateur ou aussi pour faire les vidéos, comme si je pose des questions, un petit peu comme vous, comme ça, mais pour le forum Notre Futur. Et via Internet, ils m'ont vu sur Internet et ils ont vu que j'ai un petit peu le profil du gars qui a l'énergie qu'il faut. Et ouais, voilà, tout ça. Et aussi, ce que je peux dire, mon travail principal, c'est menuiserie. Donc, un menuisier ici aujourd'hui pour faire des vidéos, c'est génial pour moi aujourd'hui. Je trouve ça génial. Voilà. À l'heure du synthétique, du plastique, le bois, la menuiserie, ça a toujours de la valeur.
Bah oui, la menuiserie, ça a toujours de la valeur. Au contraire, ça a plus la valeur maintenant, vu qu'il y a presque personne qui le font maintenant. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font comme les métiers d'avant, les personnes d'avant. Maintenant, c'est plus la machine, vis, d'un seul coup. Mais maintenant, moi, je travaille toujours traditionnel un petit peu. C'est mon papa qui m'a appris. Et voilà. Donc, et moi, je pratique l'animation aussi. Je fais l'animation et je suis humoriste. Je fais du stand-up aussi. Donc, tout ça, le stand-up m'a emmené ici. L'animation m'a emmené ici en tant que reporter et animateur aujourd'hui. Ton travail impose que tu écoutes et que tu te rends compte un peu de ce qui se discute. Quand tu entends un peu les débats du jour, notamment sur le changement climatique, on est dans une région où il fait très beau aujourd'hui, on a de la chance, mais qui est aussi affectée par tout ce qui touche à la mer. Qu'est-ce que ça t'inspire? Pour vous dire quelque chose d'abord, et moi, hier, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que moi, je suis un jeune qui vient du cité. Je pensais que ces sujets allaient être compliqués pour moi, pas trop accessibles pour moi, mais j'ai vu qu'il y a eu un gros travail afin de faire un petit peu plus de vulgarisation, parce que moi-même, j'étais là pour un petit peu vulgariser tout ça, pour apporter une patte un peu plus jeune, afin de mieux expliquer, pour mieux comprendre. Et moi, j'avais très peur de ne pas pouvoir faire ça, mais avec la communication, l'échange qu'il y a eu, la bienveillance, et surtout que ça se fait, c'est quelque chose pour les jeunes et fait par les jeunes aussi, et ça apporte quelque chose de vraiment réconfortant et de vraiment créatif et constructif, surtout très constructif. Les sujets qu'il y a aujourd'hui sont très importants. Moi, je ne pensais pas que ça allait être... j'allais être aussi touché, surtout voir des jeunes parler de tous ces sujets avec des réponses qui font réfléchir, avec différentes manières de les aborder, telles que le dessin, les jeux, l'art, surtout l'art, des choses qui sont attrayantes, attractifs et qui nous permet de le faire sans prise de tête, avec beaucoup de bonnes intentions aussi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de, on peut dire, révolutionnaire, parce que ça révolutionne un peu l'apprentissage. Ici, à l'Humoris, on est en manque de cette manière d'apprentissage, je trouve. I'm Siti Amina, the artist, a singer, a songwriter, Zanzibar tourism ambassador, because I come from Zanzibar, Tanzania, yeah, and a woman advocate. Yeah, my name is Gwakisa Mwashambwa. Come from Tanzania as well. Tanzania, I work as an independent researcher, but also I work with a local NGO. We are dealing with environmental issues. Yeah. So far, how's it going? Yeah, good. In Tanzania, we say pole pole, slowly, but it's nice. You had to draw what you had to say about this issue, which is climate change and how it's affecting your daily life. So what inspired you? It inspired me a lot being here first, because it is a forum that we are discussing very big issues that are affecting human life at a global scale, you know. For example, the issue of climate change, we are just discussing there. Climate change is real, we say. It's real, it's happening, it's affecting everyone. It's affecting human health, it is affecting water bodies, it's affecting animals and other creatures. So when you have this forum of different people from different countries discussing and giving their views on how to suggest the common solutions, you know, I think it's the best opportunity that I'm happy to be the part of it. You're an artist. How far is the artist's voice being heard by those who need to listen? In Tanzania, we are doing great because, even the government, even the society, everything that is happening, the artists play a very big role so that they make sure the voices, the message is delivered on time. So in Tanzania, we are in a very good position for the artist, yeah.
one thing you'd like to change, what would that be? I think I would suggest the environment to be not to destroy the environment, because everything is from the environment, you see. So to conserve, to manage the environment is a fundamental importance, you see. I call upon all of the people in all countries to conserve the environment, you see, because without environment there is no life. And if you had a wish? I wish the education, the whole system of education in Africa could change. Yeah, I wish. Dans l'amphithéâtre de Pointe-Canon, un plateau de 10 jeunes de la région. Ils s'interrogent sur leur place dans les prises de décision. Ils ont leur mot à dire dans leur quartier, leur pays, dans le monde. Redresser ce monde, son monde, les jeunes ne manquent pas d'imagination ni d'ambition. Ils écoutent et s'en inspirent. L'idée de ce forum, Paris est à l'écoute. Écoutez, d'abord, votre fonction à l'Institut français, ça doit englober plein de choses, notamment d'organiser ce genre de forum. Qu'est-ce que vous faites exactement à l'Institut français? Alors moi je suis directeur général de l'Institut français, donc effectivement il y a pas mal de Paris, hein, donc on a pas mal de fonctions et on a une équipe qui se charge vraiment de toutes les questions de débat d'idées et de société civile, et ils organisent des événements pour faciliter le dialogue entre les cultures, les sociétés civiles, les jeunesses de France, d'Afrique, d'océan Indien, et donc c'est typiquement un élément important, c'est d'organiser, de préparer, de concevoir aussi, avec aussi nos équipes qui sont en place sur l'île Maurice, ce genre d'événement qui pour nous est très important. Donc voilà, donc nos équipes ont travaillé dur pour préparer ce bel événement. Et à la base, vous avez écouté les jeunes de toutes ces régions, il y avait un besoin de comprendre ce qui se passait? En fait, au départ, c'était un programme qui a eu lieu déjà dans 3 autres endroits. Donc, c'était à Johannesburg, en Afrique du Sud, ensuite en Algérie, à Alger, et puis au Cameroun. Et l'idée, c'était de dire qu'il y a une logique régionale à chaque fois. On avait plein de propositions intéressantes qui venaient des jeunesses, des associations de la société civile, des ONG, des chercheurs, etc. Et donc, on s'est dit, d'abord, il faut continuer, il faut le faire régulièrement, et puis c'est très important de le faire dans l'océan Indien pour voir aussi, dans un endroit un peu symbolique, de la relation entre l'Afrique, l'Inde, l'Asie, l'océan Indien lui-même, et bien ce même genre d'initiative pour que ce dialogue il continue. On avait commencé donc il y a quelques mois, ça va continuer aussi après, mais pour nous c'était une étape importante de le faire ici à Maurice. Et dans ce dialogue, alors on parle du social, de l'alimentaire, du climat, de ce qui se passe dans l'urbain, il y a des réflexions, c'est extrêmement riche et ça donne la voix aux jeunes surtout. Comment on a choisi les thèmes? Les thèmes, en fait, on les a choisis en fonction de ce qu'on pensait être les préoccupations des jeunesses. Et je dis bien des jeunesses parce que, en fait, vous vous rendez compte que sur le climat, sur la ville, sur l'insertion sociale, sur l'inclusion, etc., ce sont des questions qui intéressent quasiment toutes les jeunesses dans le monde. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut avoir comme thématique? Et les frontières, c'est un très bel exemple aussi. L'horizon, quelles sont les thématiques qui aujourd'hui intéressent les jeunesses du monde, et donc ça vaudra pour une jeunesse africaine, une jeunesse à Maurice, une jeunesse en France ou en Europe. Finalement on a les mêmes préoccupations, le monde est commun, et donc on s'est dit prenons des sujets qui soient à la fois vastes mais qui sont d'une vraie actualité pour la jeunesse d'aujourd'hui, sinon ça serait un peu abstrait, etc. C'est assez concret comme sujet pour les jeunes, et on voit que quand ils parlent de ça et qu'ils font des propositions, justement ça leur tient beaucoup à cœur. Donc nous on a essayé un peu de récolter en fonction de ce qu'on avait vu aussi avant, dans les 3 précédentes étapes, de voir ce qui plaît vraiment aux jeunesses. Et quand je dis jeunesse, ça peut être des lycéens, des étudiants, des moins jeunes aussi, mais voilà, c'est cette idée de dire on regarde les thèmes qui aujourd'hui préoccupent tout le monde en fait. Et ce qui est bien, c'est que cette jeunesse de différents pays, de différents océans à la limite, se rencontrent, échangent, apprennent à se connaître, on réalise qu'il y a des points communs et des différences aussi. C'est peut-être ça aussi l'idée, c'est de permettre à ces jeunesses de se rencontrer autour
d'un avenir commun en fait. Exactement, et c'est vrai pour les jeunesses d'Europe ou d'Afrique ou d'océan Indien, mais c'est vrai aussi localement. Ça permet aussi ces événements-là d'avoir des gens de Maurice, de la Réunion, de Madagascar, du Kenya, enfin voilà, d'avoir en fait aussi des échanges entre les gens. Et je crois qu'en parlant de leurs problèmes, de leurs envies, de leurs rêves, ils imaginent aussi ensemble des solutions. Et puis on veut aussi créer, comme vous dites, c'est créer un peu des liens durables, pas juste un événement et puis après tout le monde s'en va, mais de garder le contact entre ces jeunesses-là pour continuer à travailler ensemble, continuer peut-être à réfléchir à des propositions, et puis nous, notre rôle, et puis les accompagner aussi un petit peu ensuite dans les propositions. Mais vraiment les faire travailler sur des ateliers précis, d'abord ça crée des liens, et vraiment, voilà, c'est pas juste discuter, c'est aussi penser un petit peu à la suite, et comme vous dites, faire des espaces de dialogue qui ensuite durent au-delà de l'événement aujourd'hui. Et la suite, est-ce qu'à terme, tout ce qui va ressortir de ces discussions qui ont eu lieu ailleurs et à Maurice et qui vont continuer après, il y aura des analyses. Est-ce que ça va peut-être influencer ou ça va donner des idées pour une politique culturelle ou économique au sens le plus large dans les années à venir ? En tout cas, nous, c'est ce qu'on voudrait. C'est pour ça qu'on pense aussi à l'accompagnement des propositions et des idées qui peuvent remonter comme ça, des ateliers, des groupes de travail, parce que sinon, ça reste un petit peu en l'air. Donc, notre rôle à nous, l'Institut français, mais aussi, par exemple, ici, l'Institut français de Maurice, c'est d'accompagner pour que les propositions qui viennent des groupes de travail, des participants, elles se concrétisent. Alors, ça peut être du culturel, ça peut être, il y a des projets par exemple, sur l'université, sur les échanges, les mobilités, etc. Donc, nous, notre idée, c'est ensuite de faire de l'accompagnement, soit comme ça, en expertise, en appui, ça peut être financier aussi, pour que des projets se concrétisent. Ça, c'est ça qui nous intéresse. Donc vraiment, c'est pas que de la discussion et des liens, c'est aussi ensuite, comme vous dites, pour que ça infuse un petit peu dans les politiques culturelles, économiques, sociales, voilà, que ça vienne en fait justement des discussions des jeunes du terrain et pas quelque chose qui descend et on dit voilà, il faudrait faire ça, comment est-ce que vous imaginez ça? C'est un peu différent, l'imagination elle vient et ensuite à nous d'accompagner et d'aider pour que ça se concrétise en fait, c'est ça l'idée. Très bien. Merci beaucoup votre temps. Merci à vous. Des animateurs, des littéraires, des philosophes qui encadrent, orientent, encouragent, et aussi des artistes qui éblouissent grâce au slam, au graffiti, au breakdance. La jeunesse vit à 100 à l'heure, prend des risques, se casse la figure, mais elle se relève. Les jeunes d'Afrique étaient invités à partager ce qui les fait kiffer. Restons dans le ton. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter? Si tu avais à élaborer une petite carte de visite, ce serait comment? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Thomas Payette, je viens de La Réunion, du Sud. Et en fait, je suis pratiquant de BMX depuis déjà 14 ans. Et j'ai été 6 fois champion de La Réunion et j'ai participé à pas mal de contextes, comment dire ça, en métropole, etc. Donc voilà. Et maintenant, on va dire que je ne pratique plus professionnellement et je pratique juste pour entretenir ce qui me reste. Maintenant, je suis gérant d'une entreprise. Comment on devient, ça commence par la trottinette, après on a une bécane, comment on devient champion de BMX? Alors, devenir un champion, c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est donné à ceux qui se donnent à fond et qui connaissent qu'il faut se battre pour arriver à ce qu'on souhaite. Donc le seul conseil que je pourrais dire pour arriver à être champion, il faut le vouloir et il faut s'en donner les moyens. Donc c'est le seul ce que je peux dire par rapport à ça. Les moyens, c'est prendre des risques, c'est le temps. Alors je dirais pas forcément de prendre des risques, mais c'est vrai que c'est quand même un sport qui demande beaucoup d'attention parce qu'on peut très vite se blesser. Mais après voilà, ça fait partie du métier, on va dire.
est-ce qu'on devient skateboardeuse? On était dans un baby rider, puis un jour on monte sur un skate? À vrai dire, depuis que je suis petite, ça a toujours été un truc qui m'a vraiment passionnée. Et genre quand j'en ai eu l'occasion, même si mes parents n'étaient pas forcément très pour, parce que c'est quand même un sport assez dangereux, assez extrême. Même si les gens ne le voient pas, c'est très extrême. Puis un jour, j'ai juste un peu forcé mes parents et j'ai pu avoir mon premier skate. Après, avec le temps, c'est sûr que genre être une des seules filles à skate, c'est pas forcément évident. C'est sûr qu'il y a beaucoup de filles sûrement qui skatent, mais la plupart vont sûrement se cacher parce qu'il y a beaucoup de jugements par rapport à ça. Genre juste en général même, par exemple, le skate pour certaines personnes, c'est pas vu forcément comme quelque chose de bien, on va dire. Alors je sais qu'il y a quelques personnes qui se cachent par rapport à ça. Mais encore une fois, juste être une fille, on est souvent jugé par la société, on va dire. Pas que les filles, mais juste en général en fait. Les filles jouent au foot, montent à cheval, font un tas de choses. Qu'est-ce qu'on a à vous juger? Pourquoi? Ah ben, ça j'en sais rien. En fait, les gens, pour moi personnellement, je dirais que les gens aiment mettre des étiquettes sur les autres. Même si je trouve pas ça nécessaire, genre on peut être ce qu'on veut sans devoir mettre une étiquette dessus, on va dire. Enfin, c'est ce que je pense personnellement. Mais les gens, d'après moi, ils ont besoin de mettre des étiquettes, je sais pas pourquoi. On ne te traite pas de royeuse quand même. Non, non, je suis assez... En fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que je skate. Je skate la plupart du temps un peu dans mon coin, dans ma cour, chez moi. Là, du coup, ça va se savoir. Ah bah oui, du coup, ça va se savoir. Tu skates, quel plaisir tu prends à faire tout ça? Parce que c'est vrai qu'à voir, on zigzague, on saute, on peut glisser, se casser quelque chose, ou s'abîmer la tête, enfin bon. En fait, c'est justement ça qui est beau. Dans le sens que genre, le skate c'est vraiment dur. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de discipline, de sueur, de pleurs même, de frustration. Mais au final, de pouvoir enfin faire par exemple genre un trick, c'est juste tellement satisfaisant. Et c'est un peu comme... En vrai, la vie, c'est comme ça. Genre, c'est vraiment juste comme la vie de tous les jours. On va tomber, on va pleurer, on va se casser des trucs et tout, mais si on se relève pas, au final, on va rester en bas sans avancer. Et c'est exactement ça, le skate. Aussi, ça fait peur. Mais si on brise pas cette peur, on va rester là. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est comme... Tout le monde va dire ça, en fait, c'est comme un échappatoire. Oui, dans le sens que on peut retirer un peu sa frustration, genre oui, c'est frustrant. Mais en même temps, de pouvoir le faire, de pouvoir se dire qu'on fait des trucs aussi incroyables, aussi, pour moi ça m'inspire. Et de me dire que je peux le faire, je sais pas comment expliquer, mais c'est juste tellement beau pour moi. Qu'est-ce que ça t'inspire quand tu es invité à performer durant cette réflexion sur notre futur qui vous concerne les jeunes, nous concerne tous en fait, d'être partie prenante? Est-ce que tu as eu l'occasion, entre deux tweets là, de voir ce qui se disait et de te faire une idée un peu donc, où on va tout ça? Ok, bon, déjà par rapport au fait comment j'ai réagi, on va dire, quand on m'a invité, déjà j'étais super choquée parce que ça faisait longtemps que j'avais pas skate. Ça faisait un moment que j'avais pas pu skate avec l'université et tout, genre j'avais pas trop le temps. Alors quand on m'a invitée, j'étais vraiment choquée. Et honnêtement, je pensais pas accepter, parce que je me suis dit que je pourrais pas le faire. Mais encore une fois, je suis vraiment heureuse d'être là maintenant, parce que si je l'avais pas fait, en 2 jours, j'ai pu récupérer tellement. J'ai douté de moi, mais au final, je suis venue et j'ai pu le faire. Déjà, ça... C'est ça que je suis super contente là. Je transpire un peu, mais ça en vaut la peine. On a bien fait de venir alors. Ouais, effectivement. Du coup, tu vois ça aller où? Qu'est-ce que tu aimerais pour ce sport à l'avenir ici? Bon, pour moi, le skate, c'est principalement genre une passion. Et genre encore une fois, c'est une manière de me changer les idées, des trucs comme ça. Alors, j'aimerais juste que... Parce que c'est une manière de s'exprimer aussi, le skate. Pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, c'est une manière de s'exprimer. Et j'aimerais juste qu'on nous laisse nous exprimer. Par exemple, il y a des gens qui vont peindre, il y a des gens qui vont écrire, il y a des poètes, des chanteurs, des danseurs.
Il y a le sport, il y a le foot, il y a tout ça. Et le skate, c'est pareil. C'est aussi une manière de s'exprimer. Et ben, j'aimerais juste qu'on nous laisse nous exprimer. Et aussi, c'est pas... Vous avez dit les filles, mais c'est aussi les garçons. Genre, partout où on part à Maurice, même si on fait pas de mal, ils vont nous pousser. Et je trouve ça pas juste du tout. Vraiment pas juste. Bon, ben, nous, on est venus vous encourager à faire devant nous, alors. Merci, c'est touchant. Ça Et je vais pas te demander combien de fois tu es tombé. En vrai, je tombe pas assez. Je dirais pas assez. Je crois que je devrais tomber plus, mais ça va, j'ai rien cassé encore. J'espère que ça reste comme ça pour l'instant. Bon, bah, tombe pas devant nous, alors. Ok, je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Se remettre en question, se réinventer, se forger des identités plurielles, se rapprocher des horizons, s'inventer des frontières pour ensuite les dépasser. Ce dialogue entre continents a rassemblé des jeunes de plusieurs générations résolument engagés à conquérir demain. Fin de cette édition, salam.